Salut tout le monde, bienvenue à notre chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un cours sur les notions de base de l'ECG. Donc c'est l'électrocardiogramme. Donc comme vous savez, l'ECG fait partie de l'examen clinique en cardiologie, c'est-à-dire ne fait pas partie de l'examen paraclinique. On le considère comme étant un examen clinique. Bon, l'électrocardiogramme, l'ECG, c'est l'enregistrement de l'activité électrique du cœur. Donc, elle commence par le nœud sinusal, le nœud qui se trouve dans le the right atrium, donc dans l'atrium droite ou bien l'oreillette droite, puis se propage vers le nœud auriculo-ventriculaire et par la suite, il atteint les ventricules à travers le faisceau de His et le réseau de Purkinje. Ok, donc vous voyez dans le CG, on a cet aspect qui se répète à chaque fois. Donc vous avez une onde P, un complexe de QRS, une onde T, etc. Donc chaque onde ou chaque complexe signifie une partie. Donc quand vous voyez l'onde P, c'est quoi? C'est la polarisation des oreillettes, donc atrial depolarization. Vous avez après un espace PR et on a un QRS. Donc l'espace PR correspond à la conduction entre le nœud qui se trouve, donc c'est le pacemaker du cœur, donc le pacemaker du cœur, c'est le nœud sinusal qui se trouve dans l'oreillette droite, et le temps entre la dépolarisation des ventricules. Donc c'est ça l'espace PR. Après on a le QRS. Le QRS signifie la dépolarisation des ventricules. Puis on a une onde T, c'est la repolarisation ventriculaire. Ok, donc ça, vous pouvez plus comprendre ça en faisant de la physiologie cardiaque. Donc ici, on va se baser sur l'ECG et les notions de base de l'ECG. Donc comme vous voyez ici, c'est un tracé d'ECG. On va essayer de comprendre comment interpréter un ECG. Donc, on a parlé de ça. Donc, vous voyez que sur le CG, parfois, on voit des choses qui sont négatives, des choses qui sont positives, qui sont un peu positives, etc. Donc, ça, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'axe du cœur. Vous voyez que l'axe du cœur, c'est ça. Donc, si on a l'électrode, par exemple, AVR, qui se trouve ici, donc, on a le vecteur ici qui fuit le lead AVR, donc la déviation AVR, donc ça sera négatif. Si on voit D2, D3 AVF, donc ici, on a l'axe qui va vers ces dérivations, donc on va enregistrer une chose sur le CG qui est positive. Donc, qu'est-ce que vous retenez ici? Donc, avant d'interpréter un ECG, il faut voir AVR. Si vous trouvez un tracé en AVR qui est positif, donc vous devinez directement qu'il ne faut pas interpréter cet ECG parce que on a une erreur dans l'emplacement des électrodes. D'accord? Donc AVR est toujours négatif. Donc les principales choses à retenir, donc les ondes déjà représentent soit des dépolarisations, soit des repolarisations. Pour l'onde P, c'est la dépolarisation des atriums. Onde U, par exemple, c'est la repolarisation ventriculaire. Donc, vous retenez aussi que le CG comprend minimum, un ECG standard comprend 12 dérivations. Donc, les dérivations, toutes les dérivations, voient de même côté. Donc, each lead watch the same thing. Mais la différence, c'est qu'on a des activités qui sont positives parce que ils sont vers l'axe du cœur et d'autres négatifs, comme on a expliqué. Donc, le nœud sinusal, il a une fréquence entre 60 et 100 battements par rapport aux autres nœuds, par exemple, qui ont une fréquence un peu plus basse. Donc, lorsque vous avez un ECG,
qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des étapes à faire. On n'interprète pas un ECG d'une façon aléatoire. Okay, donc tout d'abord, on doit savoir si le rythme est sinusal ou pas, s'il est régulier ou pas, si le complexe QRS est fin ou bien large, les espaces PR, les espaces QT, les ondes, etc. Donc vous devez savoir comment déterminer la fréquence cardiaque. D'accord, donc si vous avez un rythme qui est régulier, c'est-à-dire l'espace entre les QRS est le même à chaque fois, donc vous pouvez calculer la fréquence cardiaque de cette façon-là. Vous prenez, par exemple, si vous avez un grand carreau, le gros carreau ici, c'est 300 battements. Mais, ça c'est beaucoup, ça va être une tachycardie. Donc, par exemple, ici, entre les deux QRS, on a presque 4 carreaux, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 300 sur 4. Donc, à chaque fois, vous faites ça pour déterminer la fréquence cardiaque d'une façon simple et rapide. Généralement, si vous voyez, il y a entre 3 et 5 gros carreaux, donc c'est normal. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas d'arythmie, etc. Parce que si on a, par exemple, 3 carreaux, donc c'est 300 divisé par 3. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 100. OK? Donc, entre 50 et 100, c'est une fréquence cardiaque qui est normale. Donc, on a dit, on voit si le rythme est sinusal ou pas, s'il est régulier ou pas. Après, on passe au complexe QRS. Bon, il doit être d'une durée inférieure à 120 millisecondes. Bon, vous savez que le petit carreau, c'est 40 millisecondes. Donc, c'est inférieur à 3 petits carreaux. Ok, donc ces astuces pour voir un ECG directement. Si vous êtes stage, il y a les urgences, etc. Donc vous n'allez pas compter, etc. Vous allez voir, hop, inférieur à 3 petits carreaux supérieurs, etc. Donc ça, c'est les astuces pour interpréter rapidement un ECG, d'accord? Donc, concernant le QRS, on doit savoir qu'on a un truc qui s'appelle l'axe du QRS. Donc, c'est l'axe du cœur. Vous le voyez ici, c'est vers l'apex, dans la partie antérieure du cœur. Comment on calcule l'axe QRS? Tout simplement, on voit deux dérivations. D'accord? C'est D1 et AVF. Vous avez compris? Donc, D1 et AVF, et on voit. Si le QRS en D1 est positif, donc on va faire un vecteur vers le 0. S'il est négatif, un vecteur vers le plus 180. D'accord? Concernant AVF, c'est soit plus 90, soit moins 90. S'il est positif, on fait un vecteur vers le plus 90. D'accord? S'il est si AVF et le QRS en AVF est négatif, qu'est-ce qu'on fait? On fait un vecteur vers le moins 90. Et après, on fait la sommation des deux vecteurs. Par exemple, si le QRS est positif en D1 et en AVF, donc on a un vecteur vers le 0 et un vecteur vers le plus 90, donc l'axe du cœur, il sera normal parce qu'il sera dans cette zone-là. Ok? Donc, normal QRS axis is between moins 30 et plus 90 degrés. On va faire des applications après. Hein? Donc ça, c'est juste une explication. S'il est là, si vous trouvez entre 0 et moins 90, donc il est hyper gauche. D'accord? Et si vous le trouvez ici, il est hyper droit. Donc ça, c'est les deux, c'est pathologique. Hein? Soit il y a une hypertrophie du cœur gauche ou bien du cœur droit, par exemple. Etc. Avec des blocs. Ok? Ici, on trouve rien. Dans le moins 90 et le plus 80, 180. Donc, mémorisez ça. Il y a les vecteurs plus ou moins, c'est par rapport à lead1, c'est-à-dire la dérivation 4D1. Donc, soit vers plus, c'est-à-dire 0, ou la quinte moins, donc c'est plus 80.
plus 180. Après, vous avez la dérivation AVF. Donc, c'est la même façon. Aussi, il y a des méthodes qui sont rapides, par exemple en urgence. Donc, vous voyez que si les QRS ont D1 et D2, donc les deux positifs, alors c'est bon. Le QRS est normal, l'axe du cœur est normal. Ok, on passe ça. Donc, ça, c'est juste des méthodes rapides. Il y a aussi pour voir s'il est dévié vers la gauche ou bien vers la droite. Par exemple, s'il est hyper droit, on voit la dérivation en D1 si le QRS est négatif. Ok, donc déjà, le vecteur va être vers plus 180. Et donc, on va avoir un axe QRS qui est dévié vers la droite. Concernant la dérivation des deux, elle va nous indiquer si on a une déviation de l'axe du QRS vers la gauche. Donc, si vous voyez en D2 négatif, donc il est hyper gauche. Donc, retenez trois choses qui sont rapides. D1, D2, les deux positifs, alors le QRS est normal. Si en D2 négatif, donc il est gauche. Si en D1, il est négatif, donc il est droit. Après, on a le calcul de l'intervalle PR. Donc, l'intervalle PR, c'est la conduction électrique entre les oreillettes et les ventricules. Normalement, elle est de 120 à 200 millisecondes, c'est-à-dire entre 3 et 5 petits carreaux, c'est-à-dire un grand carreau, parce que le big box, c'est-à-dire le gros carreau, fait 5 petits carreaux. Donc, il dépasse. Donc, les 5 petits carreaux, s'il dépasse un grand carreau, donc on pense au bloc auriculoventriculaire. Mais s'il est inférieur à 3 petits carreaux, donc c'est le syndrome WPW, ok? Aussi, on a l'intervalle QT. Bon, l'intervalle QT, c'est-à-dire pour le calculer d'une manière précise, il faut être un spécialiste, c'est-à-dire il y a le QT, le QT corrigé, etc. Donc, pour une notion de base, ce qu'il faut savoir, si on a un QT normal ou pas. Comment on doit faire? Tout simplement, on doit voir l'onde T. L'onde T doit se terminer avant, c'est-à-dire entre du QRS la mi-distance. Vous voyez ici, on a P, QRS, T, P, QRS. Entre QRS et QRS, on a ici l'onde T. L'onde T se termine avant le milieu entre les deux QRS. Si on a cette condition, alors l'intervalle QT est normal. Parfois, on a un intervalle QT qui est court. C'est par rapport à l'hypercalcémie. Et s'il est un QT long, donc c'est l'hypocalcémie, c'est le contraire, avec d'autres étiologies, c'est-à-dire soit la prise des médicaments, soit on a des syndromes long QT. Long QT peut être congénital comme peut être acquis. Et ce qu'il faut savoir, si on a un QT prolongé pendant longtemps, on risque d'avoir torsade de pointe. Et là, on peut avoir un arrêt cardiaque. Ok, donc torsade de pointe vient surtout d'un intervalle QT qui reste prolongé. On peut avoir ça dû à des antiarythmiques, à des hypokaliémies, hypomagnésémie, etc. Mais rarement par l'hypocalcémie. Donc, on a le congénital long QT syndrome. On a deux types. Donc, le QT congénital, le long QT congénital syndrome, on a deux types. Il y a Romano-Ward syndrome ou un Gerval and Large-Nielsen syndrome. Le premier, on n'a pas de surdité. Le deuxième, il y a une surdité. D'accord? Comment on peut savoir si on a cette pathologie congénitale ou pas? Donc, on a
dans l'interrogatoire, c'est-à-dire le family history, كاين une mort subite. D'accord? Et se fait par torsade de pointe. Donc, le classique scénario, c'est-à-dire on va avoir un patient qui est jeune, ok, qui peut faire des syncopes, etc. Par rapport au syndrome long QT acquis, donc il peut être par des antiarythmiques, par des antibiotiques tels que lévofloxacine, des antipsychotiques tels que Haldol. D'accord, donc si par exemple une personne a déjà ce problème d'intervalle QT prolongé par exemple, il ne faut pas prendre ces médicaments parce qu'il va aggraver la situation. On a aussi d'autres informations concernant l'onde de T. Parfois, elle est sous forme d'un pic. Vous voyez ici, l'onde de T sous forme d'un pic. Donc ça, soit on a hyperkaliémie, soit on peut avoir ça au début d'un syndrome coronarien, au début d'ischémie. Ok, donc c'est très important. On a aussi parfois une onde U, mais pas tous les jours. L'origine TAHA n'est pas vraiment claire, mais on peut l'avoir dans l'hypokaliémie. Donc ça, c'est les notions de base. On fera une autre vidéo sur tout ce qui est arythmie, comment interpréter un ECG. On va voir des ECG, c'est-à-dire tout ce qui est fibrillation atriale, fluidaire, etc. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci.